Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, suite et fin de notre vidéo précédente sur l'évaluation des menaces en parapente. On s'était quitté avec une méthode pour éviter les accidents les plus graves en tout cas. Il suffit de se poser la question qui sauve. Qu'est-ce qui m'arrive si ça passe pas? Ça s'appelle estimer son exposition, sa vulnérabilité. Et la réponse à la question, elle est assez fiable, il suffit d'observer son environnement. C'est assez peu soumis au biais cognitif, c'est juste de l'observation et un tout petit peu d'expérience. Bon, c'est super. Mais pourquoi il y a encore des accidents graves en parapente? Eh ben, c'est sur cette question qu'on était resté. Et on se disait justement qu'il y avait un truc à peu près gros comme un éléphant au milieu du décollage qui diminuait l'efficacité de la question qui sauve. En fait, il n'y a pas un éléphant, il y en a trois. Et on vous propose, dans cette vidéo, de les évacuer ensemble, un par un, du décollage. Premier obstacle à la méthode, à la question qui sauve, c'est qu'on ne se la pose pas. Beaucoup de pilotes se contentent de se poser l'autre question. Celle qu'on a appelée la question qui tue. Est-ce que ça passe? Si la réponse est bah oui, sûrement. Puisque sûrement ça va passer, pourquoi faire des scénarios catastrophes? Il y a au moins trois mauvaises raisons de ne pas faire de scénarios catastrophes. La première, c'est que ça bouffe de l'énergie de faire des scénarios. Et c'est d'ailleurs le premier problème de notre cerveau, c'est d'économiser de l'énergie. La deuxième raison, c'est que c'est triste, les scénarios catastrophes. On fait du parapente pour le plaisir, c'est un loisir. C'est dur de s'imaginer exploser contre les rochers dans ce contexte. Enfin, la troisième raison, peut-être, c'est qu'il y a une petite musique qui nous vient du coaching, du développement personnel et qui nous dit faut pas trop regarder les obstacles, sinon on finit dedans. Faut slalomer entre les obstacles sans jamais les regarder. Ne pas envisager l'échec. On est des winners, il faut se focaliser sur le chemin de la réussite. Peut-être vous avez déjà entendu quelque chose comme ça. Ok, donc notre premier éléphant, en fait, c'est pas vraiment un éléphant, c'est une autruche plutôt. Autruche, la tête dans le sable, qui n'envisage pas l'accident, qui ne mesure pas son exposition. D'accord, mais tous les pilotes ne sont pas des autruches. Certains sont parfaitement conscients de leur exposition, et ils l'évaluent d'ailleurs très bien. Par contre, ils décident tout de même, en pleine conscience, de voler avec un fort niveau d'exposition. La mise en danger volontaire de soi. Comment ça se fait? D'où est-ce que ça nous vient? Alors probablement de plein de choses qu'on ne va pas détailler ici, mais il y a une origine historique dans le vol libre, peut-être, à cette mise en danger volontaire de soi. Il y a bien sûr une proximité forte entre le monde de la montagne, de l'alpinisme et le vol libre. Dans le monde de l'alpinisme, le risque de mort n'est pas juste présent. Pour certains grands alpinistes, il est nécessaire à l'activité. Par exemple, quelqu'un comme Reinhold Messmer nous dit « Sans l'éventualité de la mort, grimper serait insignifiant. » Ok, donc le risque de mort, c'est pas juste un truc embêtant pour lui, c'est un des moteurs de l'activité. Sans lui, l'activité, elle a plus de sens. Alors quel est le plaisir à frôler la mort? Beaucoup se décrivent intensément vivants, se sentent intensément vivants dans ces moments-là. Par exemple, Nirmal Purja à Nîmes, conquérant de 14 000 à la suite. Chaque erreur que je peux faire peut entraîner ma mort. Je grimpe, alors donc, je peux vivre chaque moment de ma vie. Lionel Terré, dans Les Conquérants de l'inutile, il dit strictement la même chose. Benjamin Védrine, discours copié-collé. Frôler la mort donne un goût incomparable à la vie. On met en jeu volontairement sa vie pour en sortir exalté et grandi. D'accord? Et quand ça tourne mal, ça arrive, on le sait, je vous propose qu'on écoute Pierre Mazot, grand alpiniste français, qui en 1961 a perdu deux de ses compagnons dans ce qu'on a appelé la tragédie du Piton de Freinet. Mais justement, dans cet extrait vidéo, il nous parle de ces deux compagnons décédés.
Quand je pense à eux, j'ai eu beaucoup de peine de nombreuses années. Bon, enfin, peine un peu. Mais aujourd'hui, je suis heureux, moi. Ils y vont jamais vieillir. Je les verrai toujours jeunes, ces mecs. Je vois toujours mon Coleman, il avait 25 ans. Je veux dire, ils ont eu une chance de mourir où ils souhaitaient mourir. Je peux toujours dire la même chose aujourd'hui, mais comme je fais plus beaucoup de montagnes, j'ai moins de chance qu'ils n'en ont eu, hélas. Non, je dis ça un peu en plaisantant, mais je le dis avec beaucoup de profondeur, dans la mesure où c'est une béatitude extraordinaire que de mourir où on souhaite mourir. Et ces mecs, ils ont eu la plus belle mort de leur vie. Ok, c'était Pierre Mazot. Alors, Juliette Craplet, qu'on a reçue dans le live des animateurs sécu, fait actuellement une thèse en sociologie à Chamonix sur le rapport à la mort dans ce milieu-là. Elle parle d'esthétisation et d'héroïsation de la mort en montagne. Alors elle interroge des guides, des alpinistes, et elle relève des formules du genre ils sont morts en pratiquant leur passion dans un paysage magnifique, donc esthétisation. Mieux vaut vivre 1 an comme un lion, que 100 ans comme un mouton. Donc c'est peut-être notre deuxième éléphant au milieu du décollage, qui s'oppose à la sécurisation des pratiques, parfois. Mais c'est pas un éléphant, c'est le lion. C'est un lion. Pas question pour le lion d'éviter les dangers, il les recherche et il les assume. Mise en danger volontaire de soi pour se sentir éventuellement intensément vivant. Alors peut-être que ce rapport à la mort des grands alpinistes, ça vous semble très très loin de votre pratique loisir du parapente. C'est même probable. Mais est-ce que vous vous êtes déjà mis en danger volontairement, juste pour le plaisir de vous en sortir grâce à vos compétences? Jamais? Des fois? Souvent? Où est-ce que vous en êtes là-dessus, quelle est la taille du lion qui est en vous? Et comment vous arrivez à le maîtriser? Le troisième éléphant qui fait obstacle à la diminution de l'exposition, il faut chercher dans les réactions de la communauté dans laquelle le lion évolue. Le pilote que vous allez voir s'appelle Patrick Van Canel. Il est suisse, c'est un professionnel. Il a couru la X-Alpes. Quel geste qu'il fait est parfaitement choisi et maîtrisé dans ce cas-là. On est d'accord que l'exposition, par contre, de ce pilote, à ce moment-là, elle est extrêmement forte. Qu'est-ce qui se passe? Si ça passe pas, vu la pente, si ça rate, il n'y a pas trop de doute sur l'issue. Regardons maintenant les réactions à cette vidéo. Une majorité encense le geste technique. On peut trouver des dizaines de vidéos dans ce genre où, à chaque fois, une mise en danger volontaire avec une forte exposition, elle est valorisée et elle est applaudie. On est dans l'imaginaire, bien sûr, du héros au nerf d'acier qui fait le geste parfait en frôlant la mort. Et qui est reconnu par la communauté, applaudi pour son courage et sa maîtrise. Alors le seul animal qui applaudit ce qu'on ait trouvé, c'est le morse. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est notre troisième éléphant. Massivement, la communauté valorise bien souvent les pilotes qui s'exposent volontairement, tant que ça se termine bien. Bien, résumons. Estimer son exposition et la diminuer quand elle est forte, c'est relativement facile et ça protège des accidents les plus graves. Il suffit de se poser la question qui sauve, qu'est-ce qui m'arrive si ça passe pas? Mais pour pas oublier de se la poser, il faut batailler avec 3 bestioles. La première, c'est l'autruche, tête dans le sable, qui refuse d'envisager l'accident. La deuxième, c'est le lion, qui l'envisage très bien, mais qui, au lieu de s'éloigner des dangers, les frôle, pour mieux en triompher. Donc, mise en danger volontaire de soi. Et enfin, la troisième, c'est le morse, qui applaudit le lion et valorise l'exposition forte des autres, quand tout se termine bien. Dit autrement, l'exposition forte, soit on l'ignore,
soit on la recherche, soit on la valorise chez les autres. Alors que celui qui n'a jamais été un peu autruche, lion ou morse, qui jette la première pierre, on a un peu le sentiment qu'on l'a tous été, plus ou moins, un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? On a hâte de vous lire là-dessus dans les commentaires. En tout cas, grand merci à toute l'équipe de Sécu Parapente, aussi à Manu Bont et Manu Denecker pour les discussions sur ces 3 bestioles. Grand merci à vous surtout d'être là. À bientôt, volez bien et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ciao!